Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer les albums parus au second semestre chez Panini. Et pour cette émission, nous allons nous attarder sur les volumes 8 et 9 de la série Star Wars. Donc je suis Loïc et je suis ce soir accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Loïc. Voilà, encore une fois, nous revoici en duo pour rattraper le retard accumulé. La faute aussi, on ne cesse de le répéter, mais il n'est pas évident de réussir à se caler après avoir lu les albums, après avec toutes ces sorties qu'il y a eu. On rappelle quand même à nos auditeurs que le mois de décembre a été un mois assez chargé en émissions. Si tout le monde a eu le temps d'écouter absolument l'ensemble de ce qui est paru le mois dernier, c'est déjà pas mal. Ben, on se le cachera pas aussi, Loïc, du côté des comics, évidemment, il y a le reste, là. Mais du côté des comics aussi, c'est exceptionnel. Là, on a un volume à cause de la série Age of, là, l'ère de... Oui, bien sûr, etc. Ça fait un volume plus celui-ci par mois. Oui. Donc beaucoup de choses. D'ailleurs, pour faire ces émissions, toi comme moi, nous avons dû relire ces albums que nous avons lus déjà il y a quelque temps, afin de nous rafraîchir la mémoire. On va commencer comme d'habitude. Nous allons faire notre petit Quad 9 Star Wars. Et donc, Francis, vas-y, on débute avec toi. Côté Quad 9 ces temps-ci, justement côté comics c'est tranquille, hein? Tu vois, cette semaine on n'avait aucune nouveauté. La semaine dernière on avait le deuxième numéro de Kylo Ren, Rise of Kylo Ren, qui est très intéressante. Les auditeurs qui seraient pas du tout au courant de cette série-là, je vous la conseille fortement. J'ai hâte aussi, comme toi, j'ai hâte de la lire. Je la suis un peu en VO parce que, comme tu dis, elle est tellement intéressante qu'on peut la lire en VO. D'ailleurs, elle est tout à fait accessible niveau vocabulaire. Et j'ai hâte de la lire en français. Oui, je pense qu'elle va être... en tout cas, évidemment, on sait jamais, mais pour l'instant, ça s'annonce très bien, côté graphique, côté scénario. Donc, je pense que ça va être une belle réussite pour cela. Et le pire, c'est que je m'attendais pas nécessairement à grand-chose de ça. Et sinon... Pour le reste, écoute, comme plusieurs, t'as peut-être vu passer notre nouveauté chez Star Wars en direct, donc les capsules de Star Wars 101. J'allais en parler, justement. Sur YouTube. Donc, on se le cachera pas, c'est ce qui a pris beaucoup de mon temps dernièrement là, pour être prêt à lancer ça en même temps que l'anniversaire de Star Wars en direct qui était cette semaine. Tout à fait. C'est pas mal ça côté Star Wars ces temps-ci pour moi. Eh ben, c'est déjà pas mal. 19 ans donc de balado-diffusion que tu nous aides à fêter avec panache. Je vais y revenir un petit peu après, juste après mon propre WhatsApp. Donc de mon côté, donc évidemment, j'ai vu de l'ascension de Skywalker. Je vais faire mon petit point personnel sur ce film. C'est un film que j'ai relativement bien apprécié. J'ai l'impression qu'un peu ma critique dans l'émission que nous avions fait sur les derniers Jedi se retrouve un petit peu justifiée, à savoir les déçus du 8 seront peut-être ceux qui vont apprécier le 9 et les déçus ceux qui ont aimé le 8 seront les déçus du 9. Alors évidemment c'est pas une vérité vraie, mais c'est un peu ce que je ressens dernièrement. Et pour ma part, c'est un film, donc comme je disais, que j'ai bien apprécié, qui est loin d'être parfait. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai souvent dit que j'avais l'impression qu'il nous faisait le film du milieu, et c'est exactement ce que je ressens avec ce film-là. Il y a un côté achèvement qui n'est pas complètement là. Évidemment, ce besoin d'aller vite, par contre, qui crée aussi un engouement, parce que moi, je me suis laissé prendre par le film. J'ai retrouvé vraiment les sensations d'un film Star Wars que
j'avais pas ressenti depuis Rogue One par exemple. Le fait d'appartenir à l'univers et de le sentir tout autour. Mes craintes étaient fondées. Je n'apprécie pas ce qu'ils ont fait de l'empereur Palpatine. Il y a beaucoup de choses qui me fâchent. Et en plus, dans le guide visuel, il n'y a absolument rien qui lui est consacré, ce qui me frustre énormément. Oui, ça a surpris beaucoup de gens, ça, je pense. Ouais. Il y a rien sur le retour de Palpatine, sur les sites éternels, Exegol, c'est très peu abordé. C'est quand même surprenant parce que c'est une grosse part de l'intrigue. Donc voilà. Après qu'on nous explique pas son retour, je peux concevoir. Par contre, j'étais quand même vachement surpris même qu'il n'y ait pas un visuel de lui, on va dire dans sa version rajeunie. Donc quand le film s'est terminé, j'étais encore plus en colère après l'épisode 8, que j'estime être encore plus un gâchis de temps. Que je sais, voilà, pour moi c'est vraiment dommage. Écoutez notre émission si vous avez envie d'écouter des avis construits et avec une discussion posée sur l'épisode 8. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui nous ont fait des retours sur cette émission parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur YouTube. Les échanges se sont faits de manière très cordiale et c'est très agréable. Donc un grand merci, et également sur l'émission à laquelle j'avais participé sur Mortis, qui a trouvé là aussi un écho au sein de nos auditeurs qui m'a beaucoup surpris. Et donc voilà, un double merci, que voilà, je voulais profiter de ce WhatsApp. Peut-être que tout le monde ne l'entendra pas puisque tout le monde n'écoute pas les émissions de littérature, mais voilà, à ceux qui l'entendront, un grand merci. On va faire un petit point donc sur les plus récentes émissions de Star Wars en direct. Donc comme je viens de le mentionner, l'épisode numéro 182 qui est consacré à la critique de l'ascension de Skywalker, où une très très grande équipe ainsi que certains auditeurs débriefent du film, dont toi Francis. J'engage évidemment tout le monde à écouter cette émission puisqu'elle est également normalement la dernière présentation à l'audio de notre leader suprême, que j'en profite également pour remercier pour l'ensemble de son travail et nous permettre dans le futur de continuer ces belles émissions. L'émission également littérature numéro 42 où Francis et moi-même donc discutons des 2 volumes de l'ère de la République, qui s'intitule donc C'est dans l'ère de la République, avec un petit jeu de mots pour le public francophone. Et justement, je voulais donc revenir sur ces capsules, Francis, que tu as préparées, à savoir Star Wars 101, disponibles sur YouTube qui sont en exclusivité sur YouTube. Voilà, je cherche mes mots, puisque c'est un média visuel, c'est une capsule visuelle. C'est quoi, une fois par mois ou 2 fois par mois, tu vas nous présenter un sujet? Toutes les semaines. Donc, pour le lancement, je voulais qu'il y ait quand même un minimum. J'ai sélectionné 2 épisodes, plus celui de présentation, évidemment, là, où on explique c'est quoi le concept. Mais j'ai choisi 2 épisodes très différents un de l'autre pour montrer la variété de ce que ça va être. Parce que c'est ça, ça va être toutes les semaines ensuite pour un certain temps. Et on en a déjà de prêtes, donc vous suivrez ça. Je crois que ça répond à beaucoup de questions. Jusqu'à maintenant, on a eu en tout cas un retour très très positif des fans, et plusieurs nous remercient parce que par exemple ils n'avaient pas pris telle ou telle série, ils n'ont pas lu tel livre, ou justement ils avaient manqué telle information, donc là ça le... Et même ceux qui prennent tout comme nous, bon ben ça nous fait quand même un refresh, hein, tu sais, un rappel là, parce que l'air de rien à force de tout prendre on finit par en oublier. Tu as, justement, j'en profite parce que tu as fait une capsule de 4 minutes sur, grosso modo, l'histoire des Mandaloriens. L'histoire des Mandaloriens, c'est peut-être une des choses les plus complexes de l'univers canon et Legend, d'ailleurs. Ouais, voilà. Disons que ça a été un certain défi. Bravo. Non, mais voilà, 4 minutes en plus, franchement, un grand bravo. Et ça permet... le fait que ce soit court, si on a envie d'y revenir, ben on peut le faire plus facilement. Voilà. Je veux dire, moi, l'histoire des Mandaloriens, c'est tellement complexe que j'ai l'intention de la regarder quelques fois pour me rappeler, ou à chaque fois qu'on va
évoquer les Mandaloriens quelque part, se rappeler voilà de l'histoire de Mandalore, de la conquête, etc. Et vraiment voilà c'est vraiment intéressant. Évidemment en 4 minutes on peut pas traiter en fond un sujet. Par contre ça fait comme tu l'as dit, ça fait des bons rappels sur beaucoup de choses. Ouais, ben c'était l'objectif aussi, c'était d'avoir quelque chose d'assez court pour être relativement léger, mais j'essaie d'y mettre le maximum d'informations. Donc certains épisodes c'est très intense, comme celui des Mandaloriens, mais c'est ça, le format court permet justement de le revoir et de le revoir. Et comme tu disais, ben c'est ça, le défi, qu'est-ce qu'on garde pas. Donc on essaie de garder tous les grands éléments de réponse et malheureusement certains détails on est obligé de les couper parce que c'est très facile à l'écriture des épisodes de se rendre compte qu'on est rendu à 10 minutes là. Donc comme je vise le 3 à 4 minutes en moyenne, c'est certain là, que c'est un certain défi. Je crois que dans la première saison, si on peut appeler ça comme ça, la première vague d'épisodes là, déjà prête, le plus long fait 6 minutes et quelques là. C'est trop long, je l'écouterai pas celui-là. Mais c'est ça, c'est exceptionnel parce que l'air de rien, c'est énormément de travail. Donc, moi, je m'amuse quand même bien à faire ça dans le sens que ça me permet aussi de revisiter beaucoup de choses que j'avais un peu oubliées. Mais c'est ça, l'idée est beaucoup de répondre à des questions. Et justement, un des 2 épisodes, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est légende? Mais combien de fois on s'est fait poser la question, combien de fois même des experts de Star Wars se trompent là, parce que tel livre il était sorti dans les dates limites là, tu sais, ou des. Oui. Donc c'est toutes sortes de choses et vous allez voir il y a d'autres épisodes concept aussi comme ça par rapport par exemple à la chronologie ou à la géographie ou des événements historiques ou des personnages donc je pense qu'il va en avoir un peu pour tous les goûts. Alors j'ai hâte que tu fasses un épisode sur la datation bataille de Yavin ou bataille de la base Starkiller. J'ai très hâte. Ça, effectivement, quand j'ai vu sortir cette info-là, j'ai lâché quelques jurons québécois là, traditionnels. Alors ça a été justement, alors pour ceux qui auraient pas suivi, donc le guide visuel de l'épisode 9 redate toute la chronologie de Star Wars à partir de la bataille de la base Starkiller dans l'épisode 7. Par contre, ça a été ensuite complètement annulé par un tweet de je ne sais plus qui a dit non, ne vous inquiétez pas, nous gardons bien la chronologie bataille de Yavin, celle-ci ne correspondait qu'au guide de l'épisode 9. Voilà, je pense, à mon avis, ils ont décidé de faire un test qui n'a pas pris, tout simplement. C'est particulier un peu, mais oui, c'est le Story Group là, qui a comme calmé le jeu là, après quelques jours. Mais ça a pas mal gueulé sur internet quand même. Ouais, et c'est très particulier quand même, considérant qu'il n'y aura pas d'autres suites directes à la postlogie actuelle. Donc pourquoi repartir la date à l'épisode 7? Ça c'est vrai. Et puis c'est quand même, je veux dire, on a depuis 40 ans daté l'an 0 à la bataille de Yavin. Pourquoi changer tout à coup ce système qui fonctionne très bien? Pour nous, pour tout le monde, c'est très simple. La bataille de la base Starkiller, on ne sait pas combien de temps elle a lieu après la bataille de Yavin. Donc forcément, redater tous les événements à partir de ça reste assez complexe. Voilà. Maintenant, je crois que c'était une petite erreur de parcours rapidement corrigée. Mais ce ne serait pas la première fois non plus qu'une information dans un guide visuel ne doit pas être considérée comme une vérité ultime. Non, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce genre d'ouvrage normalement c'est vraiment un petit peu le truc de référence et on a voilà. Bon. Oui, mais c'est souvent c'est des vérités jusqu'à ce qu'une histoire vienne la contredire. Donc ça c'était vrai justement dans l'univers légende comme tu le disais dans le Star Wars 101. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai appris voilà. Et j'ai appris d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui sur Twitter que apparemment il y a eu au début de cette année, fin de l'année 2019 pardon, du remue-ménage dans le story group et c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse creuser parce que je suis passé à côté de cette info, elle a pas fait beaucoup de bruit, alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Ça demande des petites recherches pour et ça pourrait expliquer évidemment qu'il puisse y avoir ça ou là des petits soucis. Effectivement, ça va être à suivre.
Donc, nous allons, traditionnellement, remercier avant nos partenaires, que sont siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science-Fiction. J'en profite également pour vous dire que notre site internet a été intégralement refait par notre leader suprême pour fêter les 19 ans de Star Wars en direct. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil parce qu'il est vraiment très 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 sympa visuellement. Et puis vous pourrez accéder à la nouvelle boutique également pour pouvoir nous soutenir. Et après ces bons mots, nous passons en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, on attaque avec notre premier volume, donc le volume de Star Wars 8, qui s'intitule Mutinerie sur Mon Cala, par Kieron Gillen et Salvador Larroca, toujours au dessin, et qui sont les épisodes 44 à 49 VO. Donc notre groupe de héros, donc Luke, Han, Leia, Chewie, C3PO et R2D2 ont rendez-vous sur Mon Cala, pour une entrevue avec l'amiral Urtia de la flotte marchande de Mon Cala. Donc en fait il représente le roi qui est en exil, puisque la planète est depuis les événements du volume 3 de Vador sous domination impériale, et il est en fait le régent de la planète, mais une sorte de régent fantoche, plus un homme de paille. Il refuse donc, suite aux négociations, d'engager la flotte, parce que cela signifierait abandonner totalement sa planète et ses habitants à l'Empire, et ça, il s'y refuse absolument. Donc, Leia va devoir trouver une autre stratégie pour faire plier Mon Cala et rallier les Mon Calamari, à sa cause. Donc elle va tout simplement décider de libérer le roi, donc le roi Lichar, le même roi que nous avions dans le volume 3 de Vador, et qui est détenu actuellement dans une prison impériale. Donc nos héros vont vite trouver un allié qui est un Claudite, donc la même race que nous avions dans l'épisode 2, la chasseuse de primes, dont le nom m'échappe. Et donc ils vont décider de remplacer le MOF du secteur pour pendant le kidnapper et pouvoir pénétrer dans la prison grâce à sa signature biologique et faire échapper le roi. En arrivant à l'intérieur, ils découvrent que le roi ne peut pas être sauvé car il est maintenu en vie par des machines. Le roi va demander tout simplement à enregistrer un message puisqu'il ne peut pas se déplacer, un message pour son peuple, quand l'évasion sera, quand les forces impériales seront alertées donc de l'invasion des rebelles et vont décider donc d'attaquer. Le roi va être tué et nos héros vont pouvoir s'échapper, revenir sur Mon Cala, diffuser le message. L'amiral Urtia va diffuser le message à la planète entière qui va décider de se rebeller contre l'Empire, et toute la flotte va s'échapper et passer, enfin toute la flotte, pas toute la flotte, mais une partie de la flotte marchande va s'échapper grâce avec les rebelles pour pouvoir ensuite être armés et devenir les vaisseaux que nous connaissons dans les films. Donc voilà pour le résumé. Francis, est-ce que tu peux nous donner tes commentaires sur ce volume et sur cette histoire ? Oui, tout d'abord, je mentionnerais que au niveau du scénario et de mes attentes, les choses comme ça, on avait changé d'auteur au numéro précédent. On était passé avec Kieron Gillen et je l'avais salué parce que clairement il était temps. Jason Aaron, auparavant, nous avait même fini ça avec une série de one-shot. Je sais pas si tu te souviens de ça pour le volume numéro 6. C'était compliqué. Et c'est ça, moi j'adore Gillen, j'avais adoré son travail sur Vador en 2015, sur Afra, donc j'avais quand même des bonnes attentes. Et Larroca, par contre, bon, ceux qui ont écouté d'autres épisodes où j'étais là savent que mes attentes sont à zéro dès qu'il y a sa signature sur une œuvre. Je suis pas du tout un fan. Alors on va en reparler pour le volume d'après, et j'ai justement des choses à dire là-dessus.
Mais vas-y, je te laisse Excellent. Et, mais malgré tout, tu vois, c'est ça, avec à la base un synopsis et avec un titre comme ça, Mutinerie sur Mon Cala, bon, ben c'est sûr que mes attentes étaient quand même assez élevées. Je trouve que c'est un thème qui est intéressant, parce que quand on arrive au retour du Jedi dans les films, tout à coup, les rebelles ont une énorme flotte qu'on n'avait jamais vue. Donc, je trouvais ça intéressant de voir l'origine story de ça. Et c'est ça du côté de mes attentes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de petits concepts intéressants. On avait déjà vu Mon Cala quand même quelques fois dans l'univers Star Wars. On l'a vu dans la série de Clone Wars, amplement. On l'a vu un peu dans la BD qu'on a déjà critiquée de Vader, dont tu parlais tantôt. Je pense que c'était Mère de sang. Le titre. Ah oui, bah c'était ouais, je sais plus. Là, j'ai un trou. Et j'ai aimé les petites nouveautés de celui-là, justement. Par exemple, tu parlais tantôt que ça débute avec une rencontre, mais la rencontre se passe sur un petit atoll très paradisiaque. Là. Ça fait très c'est vrai qu'on a envie d'y aller en vacances. Ouais, on se croirait, je sais pas, là, dans un peu où est-ce qu'ils ont tourné la bataille de Scarif là, pour Rogue One. Mais pourtant, justement, l'amiral nous précise bien que toute la partie en surface et la jungle, en fait, la forêt tropicale, est extrêmement dangereuse. Et apparemment, il y a ils se font même attaquer, d'ailleurs, pendant en fait, ils se font attaquer par des impériaux qui débarquent pour leur courir après, et ils s'enfuient dans la jungle pour se cacher. Et ils sont d'ailleurs attaqués par une bestiole. Voilà. Ouais, ben c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il n'y a pas juste de l'eau. Donc, à mon avis, c'est ce qui a peut-être... moi, je me suis dit ça comme ça, en fait, c'est cette race qui, peut-être est là depuis des milliers d'années aussi, ou des millions d'années, a dû s'adapter à l'eau pour survivre, parce que... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, parce que, effectivement, la surface de la planète, ce qui est en surface, est trop dangereux pour pouvoir y vivre. Mais c'est ça, moi j'apprécie tout cet aspect-là de construction qui respecte ce qui avait été fait dans The Clone Wars, où est-ce qu'on était toujours dans du sous-marin. Mais un peu comme dans celle de Vader, là, on se rendait compte que les forces militaires Mon Cal étaient quand même très surprenantes pour l'Empire. Donc, c'est ça, j'ai quand même bien aimé ça. Deuxième chose que je mentionnerais, le chantier naval des rebelles caché près d'un soleil, ça m'a tout de suite rappelé la prison. C'était le même concept, donc une prison cachée par un soleil. Je crois que c'était le numéro 3 des BD Star Wars. Donc, oui, c'est vrai. Oui, je vois. Ça, donc, je sais pas si c'est fait exprès là, de prendre le même... mais de toute façon, c'est une tactique que je trouve intelligente. Donc, pour cacher là, un emplacement dans l'espace. Et ça nous donne visuellement aussi, je le mentionnerai tantôt, là, mais ça nous donne de quoi de très, très beau pour l'œil. Je me suis noté, probablement toi aussi, la réunion de personnages, là, mais nombreuses dans cet album-là. Des caméos. C'est ça, on a l'amiral Akbar, on a Wedge qui retrouve Luke, qui s'était pas vu depuis l'épisode 4. Niemnom est là, au commandement rebelle, donc Mon Mothma, général Dodonna, général Draven de Rogue One. On a Hera Syndulla qui apparaît avec Zeb et Capitaine Rex, même s'il faut avoir l'œil quand même là, pour les remarquer. Mais c'est ça, moi j'apprécie évidemment toujours les caméos lorsque c'est bien fait, ce qui est le cas ici. Là c'est bien fait parce que c'est vraiment la réunion de la rébellion, donc ils ont tous une logique à être présents à cet endroit-là. Ensuite, et tu as oublié Obi. Obi qui sera le copilote de Luke pendant la bataille de Hoth et qui va mourir sous les tirs impériaux. Il était là également. D'ailleurs, il est dessiné avec son espèce de sous-casque parce qu'en fait, on l'a jamais vu sans. Du coup, il savait pas quelle chevelure lui donner, donc il a préféré lui laisser le casque de l'épisode 5, enfin le sous-casque, c'était très drôle. Ouais, les mauvaises langues diraient que la Roca de toute façon préfère décalquer plutôt que de... Voilà, j'ai pas osé le dire parce que c'est pas ce que je ressens, mais... Sinon, je me suis noté l'idée de comment tout le stratagème de l'histoire, donc l'opération, l'idée d'aller libérer un Claudite, là, qui en fait est plus un artiste qu'un soldat, mais que... lorsqu'ils ouvrent la porte de la cellule, a pris l'apparence de Bail Organa et là il parle à Leia comme je savais que tu viendrais. Et tout de suite Leia c'est surprenant parce que ça veut dire qu'il a dû
il a dû se changer instantanément quand elle a ouvert la porte, parce que il faut qu'en une demi-seconde, il ait changé parce qu'il pouvait pas savoir que c'était Leia qui allait venir le libérer. Non, effectivement, à moins de les avoir entendus au travers de la porte, là, mais bref. Voilà. Et mais c'est ça, tout le stratagème de l'arnaque, j'ai trouvé que cet album-là était construit un peu comme un film à arnaque. Oui. Donc ça, j'ai pas détesté, et c'était des choses que j'ai trouvées relativement originales. J'ai fouillé dans ma mémoire, et dans tout ce qui est Star Wars, j'ai pas souvenir d'une espèce d'opération comme ça, là, en plusieurs étapes, et tu sais, c'est un petit peu à la Ocean's 11 aussi. En fait, ça ressemble vraiment à un plan qu'on pourrait avoir vraiment des braqueurs, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Grosso modo, on fonce et on verra bien sur place, quoi. Ouais, tu vois que c'est pas Han Solo qui a préparé l'opération. Voilà, c'est ça. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est le fait que ce soit encore une infiltration. Alors bon, là, ils prennent encore une fois un costume une armure de Stormtrooper pour se cacher. C'est vraiment la petite chose qui m'embête, parce que voilà, on est encore dans une infiltration. Vraiment, cet empire, puis le premier ordre qui lui succédera, je comprends pas comment peuvent se faire autant infiltrer. On l'a aussi dans des romans. Enfin, je suis en train de lire Mort ou Vif. Non, je l'ai fini. J'ai fini Mort ou Vif. Ils font aussi une infiltration. Alors, il n'y a pas que les impériaux, il y a aussi la Corsac, mais le principe reste le même. Je sais pas, avec toutes ces infiltrations dans toute la galaxie, moi, si j'étais eux, à chaque fois qu'il y a quelqu'un que je connais pas, je commencerais à flipper, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est ça, quand tous tes individus portent un casque, c'est sûr que t'ouvres la porte à ce genre de... Tu peux pas avoir de la reconnaissance faciale. Non, ça c'est sûr. Mais c'est ça, tout ça pour en arriver à la libération du roi Lichar, donc il est intéressant là, de retrouver... Faut dire, on l'a pas mentionné, mais cet album-là, en termes de numéros, là, quand c'est sorti originellement en comics, en VO, c'était vraiment en parallèle de l'album de Vader dont on parle depuis tantôt. Oui. Donc, chaque semaine... c'est super intelligent. Ben, c'est ça. Donc, ça faisait vraiment... On avait un numéro qui se passait 30 ans... Ben, peut-être pas 30 ans avant, mais en tout cas, 20 ans. Et donc, c'était très intéressant de voir le avant et après. Et moi, ça m'a fait penser à Vector. Parce que là, en fait, on a un album dont on ne va pas parler ce soir, mais qui est Star Wars Allegiance. Et où donc il se passe pendant la nouvelle trilogie, où Leia se rend sur Mon Cala. Donc on a tout un parcours qui démarre de la période prélogique, on la retrouve maintenant dans la période trilogique, et on la suit dans la période nouvelle trilogie. Donc je trouve qu'on a comme Vector 3 époques temporelles, mais avec un fil conducteur, on va dire des choses en commun. Et je trouve ça super intéressant, parce que en plus, on l'a vu comme tu l'as dit, dans Clone Wars. Donc, on a vraiment un développement où on arrive à comprendre l'histoire de cette planète. Ça pourrait être une autre planète, hein, mais c'est Mon Cala. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment super intéressant. J'ai noté que ça faisait avancer l'histoire de la galaxie. On va dire l'histoire dans l'univers. Un peu comme quand dans Rebels, on a pour la première fois Mon Mothma qui lance un appel à toutes les factions rebelles pour les assembler. Je trouve que ça faisait vraiment avancer cette histoire de l'univers. Et ben là, c'est pareil, c'est vraiment l'histoire d'une pierre dans l'univers de Star Wars. Oui, puis on n'a pas mentionné aussi, c'est le retour ou la continuité de la présence de la reine Trios. Donc, oui, bien sûr. Reine de Shutorun, qui est dans le coup, là, elle aussi, grâce à qui tout ça peut arriver. Oui, parce que c'est elle qui fournit toutes les informations concernant le MOF, puisqu'elle est toujours une espèce d'agent infiltré, puisqu'elle est en lien avec l'Empire, mais elle est en lien aussi avec une espèce d'agent double quelque part. Exact. Et la reine Trios, c'était vraiment un personnage que je trouvais absolument inintéressant, et qui sont en train de construire. Donc ça fait quand même, parce qu'on l'avait retrouvée sur Jeddah, on la retrouve là, et on va parler d'elle également dans le volume qui s'en vient. Et il y a vraiment quelque chose, une construction. Voilà, on a décidé, c'est un nouveau personnage, c'est ça. Voilà, on disait depuis plein d'émissions, on voulait voir des personnages nouveaux qu'on connaissait pas et qui soient développés. Eh ben par exemple, Trios, c'est exactement cet exemple-là. Ouais, t'as raison. Puis l'air de rien, ça fait quoi, 2 ans déjà, là, au moins, qu'ils construisent ce personnage-là qui est apparu dans les comics Vader, l'origine. Parce que c'était même ancien, parce qu'elle est apparue
au tout début du comics Vader. Ça devait être en 2015 ou 2016. Donc on va dire, ça fait, oui, ça va commencer à faire 4-5 ans que c'est un personnage connu. Dans un annual, si je me souviens bien, la première présence. Ouais, je crois. Je sais plus. Ouais, je le revois. C'était Vador qui débarquait sur sa planète pour tout casser, et puis parvenait à un accord. Mais voilà, on a une continuité sur un personnage. Il est passé de scénariste en scénariste également. Pour le coup, Kieron Gillen a plus d'idées à développer à son sujet à elle. Mais voilà, ça devient un personnage vraiment intéressant. C'est même un personnage que j'aimerais bien voir dans un film ou dans une série live. Oui, c'est ça, c'est un personnage crédible. Puis j'ai pas détesté aussi qu'on n'hésite pas non plus à faire mourir des personnages, donc puis on va en parler aussi dans le prochain numéro. Oui. Mais cette fois-ci, c'est le roi Lichar, donc tu sais, qui aurait très bien pu libérer là, et qui aurait repris les armes contre l'Empire. Mais non, cette fois-ci, il est complètement mourant. Là. Et on l'a pas mentionné tantôt en résumé, mais c'est un peu ça aussi. C'est pas juste son message qui met le feu aux poudres et qui déclenche une rébellion, mais c'est aussi le fait que l'état de santé dans lequel il est, et il se produit aussi une fusillade là, qui met définitivement fin à ses jours. C'est la fusillade qui fait qu'il est tué pendant la fusillade, en fait, par les troupes impériales pendant la fuite des infiltrés rebelles. Donc, c'est ce qui provoque la grosse mutinerie sur Mon Cala. Mais c'est ça, j'ai quand même trouvé ça... faut dire que ce courage-là de passer à autre chose est quand même peut-être un peu plus présent dans les comics. Où est-ce qu'on... Pour faire mourir des personnages. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus facile. C'est pas des personnages principaux. Enfin, on va y revenir dans le prochain volume aussi. Il y a tout un tas de personnages qui meurent. En fait, il y a des personnages qui ne sont pas là dans les films d'après, qu'on aurait pu d'ailleurs décider de ne pas faire mourir et de dire qu'ils étaient en mission ailleurs. Mais quelque part, à un moment donné, il faut bien expliquer que certains personnages ne sont plus là, n'apparaissent plus. Voilà, moi ça me semble... Il y a un côté Radcon aussi, là, toujours, dans ces opérations-là. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, pour le coup, c'est pas des personnages qui mériteraient de forcément disparaître pendant un film, parce que ce sont des figures de l'Alliance Rebelle, par exemple, mais c'est pas des personnages essentiels à l'histoire. Par exemple, je prends un exemple, si l'amiral Ozol était mort dans un comics et pas dans l'Empire contre-attaque, ça m'aurait pas choqué. Je considère ces personnages qui meurent un peu de cette façon-là également. Oh ouais, effectivement, t'as raison. Je serais plus embêté de voir Hera ou Zeb mourir dans un comics, par exemple. Ouais, vu qu'ils ont été les héros là, d'une histoire. Mais tu vois, c'est ça, je m'étais noté aussi la bataille spatiale quand même intéressante à la fin. C'est toujours un certain défi en comics de... la bataille spatiale, elle est... Je trouve... Alors, il a comme tu le disais, un défaut sur les visages. Par contre, il a un très gros point positif, c'est pour tous les vaisseaux. Ouais, exact. Oh là là, mon Dieu, mais en plus... Et c'est pas 2 pages, là, c'est presque un numéro en soi. Là. Et même quand il va dessiner Luke dans le cockpit, le fond, enfin tout le cockpit est habillé avec des lumières, avec les boutons, les panels. Alors je sais pas, j'ai pas été jusqu'à vérifier s'ils étaient dans le bon sens et les lumières de la bonne couleur, mais ça ne me surprendrait pas. Fait que bref, non, c'est ça, il y a quand même beaucoup de positifs là-dedans, et jusqu'à la fin, l'espoir grandit, donc on a vraiment, là, ça tourne bien pour la rébellion, jusqu'à la trahison de la reine Trios, qui avertit Vader de l'endroit où est rendue l'entièreté de la flotte rebelle. Et on comprend donc que c'était... le plan, dans le fond, de Vader depuis le départ, là, histoire de gonfler la confiance des rebelles au point de les rendre un peu arrogants, si on peut dire, là, ou trop confiants. C'est un piège super intéressant, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment, pour le coup, un agent double, puisqu'elle roulait pour les deux, même si elle est plus elle roulait quand même plus pour Vador que pour Leia, mais le fait de se dire, on va essayer de leur rassembler la flotte, de les attirer dans un traquenard pour ensuite pouvoir s'en débarrasser, c'est intéressant. C'est un peu le plan de l'Empire contre-attaque également, hein, mais voilà, une plus petite échelle. Mais on va y revenir de toute façon dans le numéro suivant, là, mais c'est ça, j'ai trouvé intéressant cette construction-là. Seule affaire négative que je m'étais noté de mon côté, c'est peut-être un petit peu de longueur sur le scénario, le stratagème, etc.
Je sais pas, j'ai l'impression que faut remplir des pages des fois. Là, oui, alors je te rejoins, oui et non, c'est-à-dire que je l'ai ressenti aussi en me disant, ouais, il y a peut-être un épisode de trop. Maintenant, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir se poser et d'avoir un petit peu le temps, d'avoir cette progression qu'on n'aurait pas forcément le temps, qu'on n'a pas forcément le temps de voir d'une autre façon. Mais là, on a vraiment le temps de se poser pour accompagner les personnages dans la mise en place de leur plan, qui se passe en plus à 2 endroits différents. Donc le groupe est séparé. Donc ça, c'est vraiment, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis, dernière chose, je sais pas si toi, ta position par rapport à ça, moi j'ai trouvé qu'encore une fois, les rebelles s'en sortent avec une chance, mais incroyable. Donc, je sais pas si la loterie existe dans Star Wars, mais je pense que ça devrait... Ils pourraient financer la rébellion juste en achetant des billets de loterie. C'est leur opération de libération du roi, là. Je veux dire, c'est même dans la série Rebels, là. Voilà, j'allais te dire, en fait, on l'a tellement vu dans Rebels, ouais. Qu'au final, ça ne me choque même plus. Mm-hmm. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, l'infiltration des bases impériales. Mm-hmm. À un moment donné, il faut arrêter, c'est plus possible. C'est quand même un univers, on va dire, c'est quand même les nazis de l'espace. J'essaye toujours de me transposer en me disant s'il y avait une infiltration dans une base nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, jamais de la vie les mecs ne vont aussi loin. Non, ça c'est certain. Sinon la Roca. Écoute, la Roca, on va quand même essayer, je vais passer rapidement, mais comme d'habitude, moi j'ai horreur de son style photoréaliste. Mais ça, c'est on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y en a qui aiment. Au moins cette fois, la diversité de personnages rend ça quand même plus tolérable. Donc c'est certain que quand 100% de l'album est consacré à Luke, Anne et Leia, là ça devient vraiment pénible. Cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était, comme tu disais, il y avait la bataille spatiale, tout ça, la Roca maîtrise très très bien tout l'aspect technologique, vaisseau, base impériale, etc. Donc ça, cet aspect-là, c'est quand même très bien, et c'est un album très coloré. On joue beaucoup sur les éclairages. Je parlais de la plage ensoleillée au début. On a le fond des mers par bout, où est-ce que c'est sombre, mais on a quand même des jeux de lumière. L'opéra, donc on l'a pas mentionné, là, mais... Ah oui, l'opéra, très très beau l'opéra. Exactement, ça rappelait évidemment l'épisode 3, là, oui. avec Anakin et l'empereur, mais le futur empereur. Mais c'est ça, donc numéro très coloré, que j'ai quand même bien apprécié, c'est ça, malgré mon horreur du style de la Roca. Donc, au global, c'est un album qui gagne à être lu, comme je disais, vraiment en parallèle de l'autre album dont on parlait tantôt, ou juste après, à la limite, vous pourriez lire tout l'album de Vader et ensuite lire celui-là tout de suite après. Oui, voilà, je trouve que ça ferait une belle continuité de les lire l'un après l'autre. Et non, c'est ça, c'est vraiment un bon divertissement pour n'importe quel fan de Star Wars, je crois. Et c'est une belle opération de redressement pour Galen pour la série Star Wars, qui vraiment, je pense, là, avait atteint son plus bas niveau, numéro 6. Le numéro 7 avec Jedha, j'étais un peu quand même partagé encore, mais il fallait bien repartir de quelque part. Et je pense que là, vraiment, on a un air d'aller avec cet album-là, là, où est-ce que ça file. Hein, on a envie de voir la page suivante et de voir où est-ce que ça s'en va. Donc, moi, je m'étais noté, tu vois, que c'était peut-être le meilleur album Star Wars depuis le numéro 3 ou le numéro 4. Depuis l'arc de la prison, là, peut-être. Donc, le gros point négatif pour moi reste toujours le style graphique. Et au pire, je vais peut-être garder ma note pour plus tard, quand tu auras donné ton avis aussi sur un peu tout ça. Bah, c'est un avis que je rejoins. T'as dit la plupart des choses. C'est pour ça que je me suis replacé dans la suite de ta critique, parce que pour plus apporter un complément. Moi, c'est un album vraiment que j'ai bien apprécié. Comme je dis toujours, je juge toujours ces choses-là à la relecture, en fait. Est-ce que c'est un album sur lequel j'aurais envie de revenir, de refeuilleter, de relire 2-3 pages par-ci par-là? Alors, c'est un grand oui. Moi, je suis moins critique que toi sur le style de la Roca, et on va y revenir sur le volume d'après. Mm-hmm. Là encore, évidemment, on sent que les visages, ça fait quand même bizarre. Il y a quelque chose qui ne
on reconnaît les personnages bien sûr, mais il y a quelque chose qui dénote comme d'habitude. Bon après on a l'habitude maintenant parce qu'il était quand même sur la série Vador pendant longtemps. J'ai vraiment adoré sa bataille spatiale. Le rendu c'est extrêmement difficile d'amener en image fixe la folie que pourra avoir une bataille spatiale Star Wars. Lui, il réussit à le faire. Pour moi, c'est un tour de main parce que je trouve que c'est peut-être celui qui y arrive le mieux. De tous les dessinateurs que nous avons eus sur les albums récents, on va dire, je trouve que sa bataille, elle est même plus intéressante que la bataille de l'ascension de Skywalker. Donc c'est pour dire, voilà. Non mais et on va y revenir. Vraiment, j'insiste dans le volume d'après parce que je trouve qu'on monte encore d'un cran. Donc voilà, c'est vraiment un volume que je conseille à tous. Achetez ce volume. Lisez-le, il est vraiment intéressant. Il construit vraiment l'histoire de Star Wars. Ah, et ça me fait penser aussi au niveau histoire avant de passer au suivant. On n'a pas mentionné, mais c'est ça, tu l'as dit, c'était une flotte commerciale du côté des Mon Cal, et j'ai beaucoup aimé ça, l'histoire de... justement, c'est une société très commerciale et très développée quand même. Et que c'est ça, ils ont déjà une énorme flotte et ça va juste être une reconversion. Donc ça m'a beaucoup fait penser à une autre époque. C'est aussi comme ça que les guerres navales se faisaient entre les grands empires européens. Donc c'était beaucoup les flottes navales qui étaient reconverties en flottes militaires. Oui, c'est vrai. Tout comme pendant les guerres mondiales d'ailleurs, où les navires, les navires marchands étaient réquisitionnés puis réarmés. Donc j'ai bien aimé là, en plus, l'idée que c'était pas une grosse flotte militaire là, mais qui attendait dans son coin là, d'être appelée. Là, non, puis c'est posé dès le début, c'est-à-dire que la reine Trios est là pour proposer son aide à l'armement en disant si vous arrivez à les convaincre, moi je vous fournirai les moyens de les armer. Et sinon, on allait oublier aussi, mais on n'a pas parlé du tout de l'aspect couverture. Donc, de ce côté-là, c'est un certain David Marquez et Matthew Wilson en équipe là, qui ont signé les couvertures de cet album-là et de cette série-là ou de cet arc-là, selon le format dans lequel vous le prenez. Et celle de l'album que Panini a choisi pour le dessus de l'album, comme d'habitude, on fait un choix, à mon avis, pour être le plus vendeur possible. Mais moi, je mentionnerais, j'aurais été vraiment pour, je crois que c'est le numéro 48, où est-ce que, dans le fond, en gros plan, on a un Mon Cal avec un casque de Stormtrooper ensanglanté dans les mains. Et c'est tout simplement magnifique. Donc, c'est pas des dessinateurs que je connaissais, mais j'ai beaucoup aimé les couvertures. Moi, je t'avoue que j'y ai pas fait attention parce que je les ai lus dans les kiosques, donc j'ai repris mes kiosques pour les relire. Comme on avait beaucoup d'albums et beaucoup de choses à relire, donc je n'ai pas pu malheureusement prêter plus attention à ça. J'avoue que je tournais les pages pour me remettre l'histoire. Donc voilà, mais c'est vrai que souvent les couvertures de tous les albums sont quand même très très belles. Mais bref, c'est ça, un David Marquez, là, j'espère qu'on va le revoir parce que vraiment, je l'ai mentionné, là, mais c'est ça, c'est bel et bien le numéro 48, Mutinerie sur Mon Cal numéro 5 là, de l'arc, où est-ce que ça mériterait d'être transformé en affiche, là, c'est à ce niveau-là. Donc, pour les notes, vas-y. De mon côté, je m'étais noté un 15 sur 20, donc un 75% pour cet album-là. Je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts au niveau de l'exécution du scénario, comme je disais tantôt, et au côté graphique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points, mais sinon, ça reste un excellent album. Et pour moi, ça sera donc un 17 sur 20. Moi, j'ai décidé vraiment de noter la relecture facile pour ce volume et vraiment la continuité qui construit à la fois dans la série Star Wars et dans l'inscription dans la saga. Et ben écoute, on va passer maintenant donc au volume d'après, donc qui est Star Wars numéro 9, toujours par Panini, toujours par Kieron Gillen et Salvador Larroca. Donc ça correspond aux épisodes 50 à 55, donc à noter évidemment pour ceux qui ne le sauraient pas que les épisodes 50 sont en général des épisodes d'anniversaire, donc on sent bien que la construction du volume
8 était là pour monter un peu la mayonnaise, pour lancer en fait un peu le gros événement qui commence dans l'épisode 50. Et donc, on reprend directement après la fin du volume 8. La flotte de Mon Cala s'est joint donc à l'Alliance Rebelle. Ils ont été réarmés par la reine Trios. Et puis, on sent qu'ils sont vraiment ragaillardis quand débarque l'Empire, tout simplement, en masse avec l'exécuteur de Vador. Suite à la complicité de la reine Trios. Donc la flotte veut se défendre, constate que aucun de ces systèmes ne sont opérationnels, donc ni armement, ni boucliers, enfin les boucliers si, mais ils ne peuvent pas lancer de chasseurs, ils ne peuvent pas se défendre. Et puis tout ça va être entrecoupé avec un petit flashback qui va nous expliquer comment Vador réussit à faire plier la reine Trios et à la rallier à sa cause. Puis les rebelles vont devoir trouver une solution. Ils finissent quand même par sortir des hangars. Les chasseurs finissent par sortir des hangars puisqu'ils ne sont pas totalement bloqués. Et puis alors là, je vais en faire mention tout de suite, mais on va enfin mentionner la création de l'escadron Rogue qui est inspiré de Jyn Erso. Je m'attarde un petit peu là-dessus. C'était vraiment pour moi le moment. C'était un super moment. Je le dis tout de suite sincèrement, j'ai vraiment apprécié ce moment-là, particulièrement. Donc ensuite la bataille, pendant la bataille, Han Solo qui était en mission contrebandière arrive, et puis ils vont, en fait il faut se passer un message de vaisseau en vaisseau pour pouvoir libérer les chasseurs, et donc c'est ce que Han Solo va se charger de faire. Et puis il va faire s'écraser le Faucon Millennium qui devra prendre le contrôle d'un X-Wing pour continuer la bataille. Pendant ce temps-là, Leia, aidée du général Draven et d'autres agents rebelles, vont monter dans un des croiseurs impérial pour télécharger un code qui permettra donc à tous les vaisseaux dont Trios s'est chargé d'être libérés, de contourner l'interdiction pour pouvoir se défendre. Voilà, donc on s'engage une nouvelle très très grosse bataille, et puis à la fin évidemment les rebelles arrivent à s'échapper, parce que sinon non sans mal et sans perte les rebelles s'échappent, puisqu'on les retrouve évidemment dans l'Empire contre-attaque. Voilà, allez, on y va, Francis. Vas-y, à toi l'honneur. Ben écoute, avec un titre comme ça, La mort de l'espoir, là, Hope Dies en anglais, on pouvait pas avoir autre chose que des attentes élevées. Donc c'est sûr que dès que ça a été annoncé, là, on avait hâte de voir où est-ce que ça s'en allait. On s'attend au pire pour les pour les rebelles, là, avec un titre comme ça. Côté histoire, c'est vraiment là, je m'étais noté un spectacle aérien coloré dans l'espace. Donc on va le préciser. Ça, c'était un peu bizarre. Donc dans le fond, Luc et les autres pilotes font un spectacle un peu ici c'est un peu plus rare là, au Québec, mais je sais qu'en France tous les 14 juillet vous avez exactement ce type de spectacle. La patrouille de France, voilà, c'est ça, avec de la fumée colorée qui sort du derrière des avions. Donc là ça sort, c'est pas de la fumée, mais on sait pas trop c'est quoi là, de la lumière qui sort des X-Wing. Donc c'est un concept, mais tu sais ça reste, c'est une page dans l'album là, donc oui, c'est pas le plus, c'est pas l'essentiel. J'ai beaucoup apprécié de voir Hera Syndulla en général. Donc ceux qui ont suivi se souviendront, dans Rogue One on l'entend à la radio. La générale Syndulla est attendue. Donc cette fois-ci, la générale est là à la tête d'un des navires Mon Cal. Donc c'est ça, les gros noms de la rébellion se sont tous fait accorder, si on peut dire, ou je sais pas c'est quoi. Je crois qu'en fait, c'est pas accorder le bon terme, là, mais on sent vraiment que là, la rébellion est là vraiment dans son ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans l'album. Ils sont vraiment tous, c'est un peu leur QG, leur retraite, comme tu disais, cachés par un soleil. Ils pensent que là, personne ne les verra, et ils sont tranquilles en fait. Ils sont à la cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont abaissé leur défense complètement. Donc le plan de Vador a marché. Je m'étais noté quand même pour finir sur Hera qu'à un moment donné il va peut-être falloir lui acheter d'autres linges là, parce qu'elle a les mêmes vêtements depuis le premier épisode de la série Rebels.
Là, elle est rendue générale. Je sais plus à quel point c'est nécessaire d'être en fly suit là, tout le temps. Après, c'est vrai que c'est un peu un des moyens pour nous de ouais, de la entre guillemets pour n'importe qui de reconnaître le personnage. C'est voilà, c'est comme Spider-Man. Bon tu lui mets toujours le même costume ou les mêmes couleurs parce que tu sais que n'importe qui va le reconnaître à ce moment-là. Et comme tu le mentionnais, le fait que la flotte est paralysée par une espèce de virus informatique, si on peut dire. Voilà, un virus informatique, ouais, c'est un peu ça. J'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, et même si c'est quelque chose qu'on pourrait dire qu'on a déjà vu 1000 fois dans d'autres œuvres, dans Star Wars, l'aspect guerre informatique, on peut pas dire que ce soit si présent que ça. Donc, non, et en même temps, ça me rappelle un petit peu on va dire ça rappelle un peu, je trouve, les bouchons d'entrave qu'on peut poser sur les droïdes, et un peu le fait que Lando sur Bespin, les hommes de Lando, aient désactivé l'hyperpropulseur du Faucon Millenium. Je trouve qu'on est un petit peu dans cet ordre-là, et du coup c'est intelligent de l'avoir réutilisé à une beaucoup plus grosse échelle. Oui, puis c'est ça, à l'échelle, vu que c'est elle qui avait fourni l'armement et compagnie pour tous les vaisseaux, donc c'est ce qui lui a permis de mettre ce piège-là en place. Et on a Leia avec l'amiral Akbar, et cette fois-ci, c'est Leia qui s'exclame « C'est un piège !» Donc, j'ai bien aimé le clin d'œil. J'y avais pas du tout réfléchi, et c'est en le relisant que je me suis aperçu, Luke et Wedge, quand que Vader arrive dans la bataille, c'est la première fois qu'ils voient un Super Star Destroyer. Donc, du côté des rebelles, c'est vrai. ils mentionnent « J'ai jamais rien vu d'aussi gros depuis l'étoile de la mort ». Donc, c'est ça, nous on l'avait vu en construction dans l'album de Vader, etc. Mais effectivement, c'est une révélation pour les rebelles d'avoir un aussi gros destroyer stellaire, si on peut dire. Le petit numéro, c'est ça, tu l'as mentionné vite tantôt, c'est que le numéro 50 est un album double, si on peut dire. Pas un album, un numéro double. Donc, il y avait la partie qui s'intitulait Shutorun Lives, je sais plus c'est quoi du côté francophone. C'est ça en fait, ce petit flashback qui est pas mal inséré puisque il est vraiment bien. Voilà. Ouais, c'est la survie de Shutorun. C'est en fait le pacte qu'elle va faire avec Vador pour assurer la survie de sa planète. Et souvent, tu sais, ce genre de petits encores-là, je trouve, est relativement intéressant. Cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé. Je mentionnerais que c'est un dessinateur complètement différent. Je sais plus si je l'avais noté. Oui, c'est un dessinateur vraiment différent. Je pense que c'est Travis Charest. Mais bref, ça commence en fait avec justement l'amiral Ozzel que tu mentionnais tantôt et le général Veers, donc deux qu'on se souviendra dans les films, qui discutent au château de Vader avec Vader. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que Vader écoute ses officiers. Donc c'est de cette discussion-là avec ses officiers qui va lui venir l'idée de tendre un piège sur une aussi longue période à la rébellion. Donc j'ai trouvé ça le fun quand même. Là. On a droit à un autre type de Vader que celui qui ne fait que foncer dans le tas toujours là, sans réfléchir. Moi, ça m'a rappelé quand même quelque chose aussi qu'on n'a pas du tout mentionné avant. C'est qu'il faut pas oublier qu'au début de la série Vador, donc la première série, par Kieron Gillen, il était mis à mal par l'Empereur après la destruction de l'Étoile de la Mort. Donc là, en fait, c'est vachement intelligent, je trouve, parce que, pour moi, à l'issue de ce volume, il a réussi à prouver à l'Empereur qu'il est capable d'avoir des résultats. Oui, effectivement, c'est ça. C'est pas juste un bourrin là, qui ne fait que taper dans le tas. Donc, effectivement, que ça peut être un stratège. Voilà. Et là, en plus, l'album va se conclure quand même sur une défaite de l'Alliance Rebelle. Ils vont s'échapper, mais ça reste une défaite. Ils perdent la bataille. Ouais. Et sinon, l'idée d'envoyer la reine Trios en infiltration, donc on voit dans ce petit numéro-là là, à quel point Trios, fait ça parce qu'elle a pas le choix. Dans le sens où vraiment, évidemment, elle pourrait faire le choix là, de trahir Vader, mais ça coûterait probablement la vie de sa planète. Et j'aime bien le fait que Vader a laissé un caillou, un morceau d'Alderaan. Ah oui, ça c'est génial, pour lui faire peur. Ouais, en décoration permanente, là, en trophée. Voilà, n'oubliez pas ce qu'on a fait à Alderaan, donc là-dessus, voilà. Mais on s'entend que ça pourrait être n'importe quel caillou pris n'importe où. Bien sûr. Mais juste pour l'image, je trouve ça intéressant.
Il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'elle, on l'a pas dit, mais elle parvient à s'échapper. Donc elle est avec les rebelles pendant l'attaque de l'Empire. Puis pendant la confusion, elle va vers une capsule de secours. Et c'est là que Leia comprend que c'est un piège justement. Et donc elle lui court après et Trios réussit à s'échapper. Donc ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec Trios. Et je serais pas surpris que dans le futur, au contraire, elle se rachète d'une façon ou d'une autre en retrahissant l'Empire pour montrer à l'Alliance Rebelle que elle avait pas le choix, quoi. Ben effectivement, c'est ça. Il y a comme pas d'indice donné. Donc moi je connais déjà la suite, mais je vais essayer de pas la spoiler ici. Mais ce que je me suis noté sur cet aspect-là, c'est la rage de Leia. On voit que là, Leia vraiment en fait une affaire personnelle. Ah oui, c'est ça, de cette fée piégée de cette façon-là, quoi. Ouais, là, elle ignore tous les dangers, et bon, elle le fait souvent, Leia, là, mais là, tu vois la rage dans son visage, là, j'ai trouvé ça quand même très bien. Sinon, ensuite, ça passe à un duel aérien que j'ai trouvé très intéressant. Un duel entre Vader et Han Solo. Donc, Vader qui essaye de descendre le faucon et qui manque son coup, mais de pas loin. Vraiment, là, le faucon est tellement magané à l'issue de cette poursuite-là, on va dire, que Solo arrive même pas à le poser à l'endroit, il le pose à l'envers. Il est plus utilisable en l'état à ce moment-là. Non, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il saute dans un X-Wing pour continuer la bataille. Et je trouvais ça intéressant aussi de se dire, le gars, voilà, il a vraiment compris ce que c'est de protéger ses amis, à tel point qu'il va sauter dans un chasseur qui ne lui correspond pas du tout et qui n'a absolument pas l'habitude de manier, pour pouvoir aller aider, parce qu'on sent que la situation est vraiment désespérée. Oui, puis j'ai trouvé, bon, évidemment, j'étais très content de le voir avec un casque et dans un X-Wing, mais j'ai trouvé que c'était raccord avec son personnage aussi, c'est pas le genre à rester sur un vaisseau, à attendre la mort ou la survie, donc lui, il préfère foncer et aller se battre. Donc ça j'ai trouvé mais comme tu dis effectivement aussi il le fait pour ses amis, donc il va essayer d'aller aider Luke et Leia là, par la suite. Alors que c'était pas gagné parce qu'au début du volume en fait quand il est sur l'anneau de Kafren, donc petite référence autre à Rogue One, et qui fait sa petite mission contrebandière, il est pas si tendre que ça envers Leia et la rébellion, à tel point qu'on se dirait tiens là il pourrait très bien ne pas revenir, que ça me surprendrait pas par rapport à paroles qu'il prononce. Et on le voit revenir et il fait ce que tu as décrit. Et justement, moi j'ai trouvé que le personnage de Han était vraiment extrêmement bien rendu. Il a un cynisme dans cet album qui correspond exactement au cynisme, je dirais plus de celui d'un Nouvel Espoir que peut-être du reste de la trilogie. Et je l'ai trouvé vraiment parfait et extrêmement bien écrit. Oui, ça, effectivement, Kieran Gillen était souligné là-dessus. Ensuite, on parlait beaucoup de stratagèmes tantôt et d'opérations, comment c'était monté. Cette fois-ci, tu l'as mentionné en résumé, Leia comme solution va trouver d'aborder le Superstar Destroyer de Vader avec une petite équipe, avec le général Draven entre autres. Donc déjà, l'équipe Leia et Draven, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pour le coup, c'est vraiment de l'inédit, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est en termes de personnalité aussi, puis tout ça, c'est quand même Draven et le fameux général pragmatique là, qui n'hésite pas à faire des assassinats et compagnie. Là, justement, il fait un peu son mea culpa par rapport au personnage qu'on a vu dans Rogue One en disant que qu'il s'est planté sur toute la ligne pendant les événements de Rogue One et tout ça. Donc justement, c'est peut-être ça aussi qu'il pousse à prendre part plus à l'action en se disant moi j'ai merdé la dernière fois, quelque part ça a coûté la destruction de 3 planètes quand même, donc là hop on y va quoi. Ouais, puis la manière dont c'est fait aussi, j'ai trouvé ça intéressant et relativement surprenant. Donc Leia qui va se faire passer pour la reine Trios. Donc tu sais, tantôt on parlait justement que c'est toujours trop facile quand les rebelles infiltrent l'Empire, un vaisseau de l'Empire, mais là cette fois-ci c'est totalement crédible parce que l'Empire était en attente. C'est ça, elle a le vaisseau de la reine Trios. Et on va dire, Draven lui dit, vous jouez vraiment bien la comédie là, royale, on va dire, dans le sens que c'est une princesse quand même. Bah oui. Et oui, c'est toutes les deux des princesses d'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a ce parallèle qui est fait dans le volume ou dans celui d'avant, je sais plus. Finalement, je l'avais pas fait.
ça m'a fait penser un peu au Martha de Bruce Wayne et de Clark Kent. Je me suis dit, ah bah oui, j'avais jamais fait ce lien, qu'effectivement, ce sont aussi toutes les deux des princesses, donc elles ont un peu quelque chose en commun. Ouais, ben moi, dans le fond, quand le personnage était apparu, Trios, je m'étais dit, bon, encore un alter ego méchant, là, tu sais, parce qu'on avait BT1 au lieu d'R2D2, on avait Triple Zero. Ah oui, c'est vrai. Au lieu de C3PO, on avait Black Christian là, au lieu de Chewbacca. Et là, on avait une princesse, entre guillemets. Non, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est pas faux. Mais bon, ça, c'est très comics, hein. On a souvent ces choses-là. Ouais, mais là pour le coup, je veux dire, c'est pas choquant. Enfin, non, c'est bien fait. Voilà, puis tu viens de me faire remarquer quelque chose. Alors évidemment, j'avais remarqué le double maléfique des droïdes, de Chewbacca, Afra qui correspondait un peu à la fois à Vador, à Luke et à Han Solo, mais j'avais pas fait le lien avec Trios, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, ça prouve qu'il y a vraiment une construction, comme on le disait avant, sur le personnage, et qu'on avance avec elle, quoi. Ouais, puis ça m'étonnerait que tout ça t'ait prévu aussi dès le départ. Donc, quand on parlait, on a beaucoup reproché à la trilogie, la postlogie, les 3 derniers films de ça être mal embriqué un avec l'autre. Ben là, cette fois-ci, c'est l'inverse. On a un exemple de belle construction. Sinon, ensuite, on revit la scène du couloir de Rogue One, donc ça, j'ai adoré parce que ça reste pour moi la séquence la plus mémorable de tous les films Star Wars, donc le fameux couloir où est-ce que Vader décime là, les rebelles. Là, on revit ça dans un hangar cette fois-ci, et on a le général Draven là, qui était resté pour permettre, avec un commando, pour permettre à Leia de fuir là, avec les codes. Mais, dans un TIE Fighter. Dans un TIE Fighter, effectivement, mais c'est ça, juste le fait de revivre cette scène-là, je dois avouer que j'ai adoré. Et ensuite, comme tu dis, Leia qui s'enfuit dans un chasseur taille, mais qui est prise en chasse par Anne et Luke. Donc ça, j'ai adoré. Et ça, aussi. Voilà, franchement, c'est pour le coup aussi, là, c'est une situation inédite qu'on. Alors, on l'avait peut-être vu un peu dans Rebels, ça c'est possible. Quand comme ça leur est souvent arrivé d'intervertir des vaisseaux, mais par contre c'est la première fois que les vrais héros principaux font ce genre de choses. Alors évidemment il n'y a pas d'enjeu, on sait bien qu'ils vont pas mourir, mais justement c'est pas instantané non plus, hein, non voilà, c'est ça l'intérêt de trouver comment ils arrivent à amener ça. Puis même Leia aux commandes d'un chasseur, là, je veux dire, ça aussi c'est quand même une nouveauté. Oui. Et c'est justement parce qu'elle pilote n'importe comment que là Anne finit par accepter. Tu sais, Luke il va un peu plus d'instinct là, puis Anne lui c'est peu importe on tire, mais il finit par trouver lui aussi là qu'elle pilote pas du tout comme un chasseur impérial. Anne qui a suivi aussi la formation à l'Académie impériale, qui se dit c'est pas ça qu'on nous a appris à l'Académie impériale. Mais c'est ça, donc tout ça je trouve c'est bien écrit, c'est bien fait, les choses semblent logiques. Donc les gens qui suivent les émissions littérature savent que je suis beaucoup plus du type Timothy Zahn et logique, pragmatique et rationnel que J.J. Abrams là, où est-ce que tu te demandes toujours mais pourquoi. Mais c'est ça, j'aime bien ça que quand il arrive de quoi de surprenant, en y réfléchissant tu fais ok oui, puis tu fais les liens comme ce que tu viens de dire que Anne justement est un ancien pilote impérial, etc. Et pour continuer sur l'histoire, donc grâce au code, ils finissent par pouvoir fuir en hyperespace, mais uniquement leur vaisseau, parce que comme tu as dit tantôt, les communications sont paralysées et ils ont besoin de communiquer vraiment là, vaisseau par vaisseau. Donc physiquement, on va dire. Ouais, c'est ça, physiquement. Donc à ce moment-là, ce qu'ils décident de faire, c'est le vaisseau du général Dodonna là, qui a fui. Et ils décident de revenir, mais dans le derrière des impériaux. Donc, ils reviennent dans la bataille par en arrière et se servent de chasseurs et de plein de capsules de sauvetage pour avertir tous les autres vaisseaux de leur donner le code et de quoi faire dans le fond. De pouvoir, comme ça, ils vont pouvoir envoyer leurs chasseurs, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant là, comme c'est pareil, c'est une manœuvre inédite. C'est ça. Alors je vais en revenir à l'épisode 8, mais est-ce que effectivement les forces du Premier Ordre n'auraient pas pu avoir ce genre de tactique pour intercepter la flotte rebelle qui ne pouvait pas avancer? Voilà. Je dis ça comme ça. Non, ça c'est voilà, c'est forcément c'est les petites choses. Ce sont les incohérences de l'univers Star Wars quand on prend une œuvre et qu'on essaye de transposer ce qu'on vient de lire ou ce qu'on vient de voir
à quelque chose d'antérieur. Bon, évidemment, on sait qu'on peut pas le faire. Voilà, on sait qu'on peut pas avoir ce niveau de cohérence sur la saga. Mais c'est vrai que des fois, ça pose question. Voilà, comme l'épisode 9 peut, par exemple, le guérissement, enfin le pouvoir de guérir chez les Jedi, pourquoi n'a-t-il pas été appliqué plus tôt pendant la guerre des clones, etc. Voilà, mais bon, évidemment, on peut se balancer les petites choses comme ça, mais on peut le faire qu'a posteriori. On peut pas demander à une saga aussi étendue d'avoir ce genre de cohérence, c'est pas possible. Mm-hmm. Puis sinon on serait trop bloqué. Hein. Ouais, ben effectivement, là, c'est ça. On se le cachera pas, on a des œuvres depuis 40 ans, là, donc c'est inévitable. Et sinon, ben Dodonna est par contre obligé de se sacrifier à la fin de la bataille. Le vaisseau est vraiment trop endommagé. Donc, j'ai quand même trouvé ça intéressant, justement, ça vient justifier l'absence, comme tu disais tantôt, du général Dodonna et du général Draven, les deux principaux. Il y en a plein d'autres aussi que je crois... Voilà, il y en a plein d'autres qu'on connaît pas, mais qui... Ils apparaissaient, c'est ça, de visage, là, dans Rogue One et dans A New Hope. Mais voilà, on a ce sentiment que déjà ils se sont vraiment battus et donnés pour la cause. Parce que souvent, ils vont faire une manœuvre ou ils vont faire quelque chose qui va permettre aux autres de s'enfuir. Donc je trouve qu'on retrouve bien un peu le code des rebelles qu'on a à travers toute la saga. Non, c'est ça, c'était pas leur genre de toute façon de rester, parce que c'était les premiers qui avaient fui, là, mais c'est pas leur genre de rester, de laisser tout le reste de la rébellion se faire massacrer. Donc, c'est ça, côté négatif, écoute, je m'étais noté pas grand-chose, franchement. Pour ce qui est du scénario, franchement, là, non. J'ai vraiment, là, Kieran Gillen, je salue, là, c'est... Alors que les Star Wars étaient, pour moi, les pires arcs de comics, là, depuis un certain temps. Là, vraiment, celui-là, c'est pas le cas. Évidemment, côté graphique, la Roca, j'en reviendrai pas dessus, mais c'est ça, le numéro 50, là, comme je disais tantôt, j'ai pas détesté le style, et je déteste aussi quand un dessinateur change en plein milieu d'un album. Mais là, cette fois-ci, comme c'était comme tu disais tantôt, un genre de flashback, là, ou en tout cas un retour. Oui, c'est ça, c'est pas choquant que du coup, il y a un autre dessinateur. Et sinon, la Roca, c'est ça, il livre quand même des scènes spatiales très jolies. On se cachera pas, on est encore au même endroit que le numéro précédent, sur le bord d'un soleil. Donc on a des jeux de lumière là, et c'est quand même magnifique. La techno, encore une fois, est très très réussie. Et comme cet album-là est littéralement une grosse bataille spatiale. Donc, nécessairement, si le dessinateur est bon de ce côté-là, ben ça va nous donner un bon résultat. Les couleurs, c'est magnifique, les contrastes, etc. Je dirais même que c'est sa meilleure performance là, depuis longtemps là, pour la Roca. Donc, mais c'est ça, je suis quand même pas déçu qu'on va passer à un autre dessinateur pour l'album suivant. Ouais. Donc, en conclusion, c'est ça. Il y a vraiment un côté Rogue One dans la bataille désespérée. Il y a les petites références qu'on a données depuis tantôt, mais sur l'ensemble du scénario, il y a un côté Rogue One. Vraiment, on se sent comme dans le dernier tiers du film Rogue One, où est-ce que des gens en viennent à se dire, ben, je me sacrifie parce que de toute façon, on en est là. Et l'infiltration, la clé USB, si on peut appeler ça de même, là, à ramener, la tension est vraiment au maximum. Et on a, honnêtement, tu sais, malgré qu'on sait que Leia, Han, Luke vont survivre, et Mon Mothma, mais on a le sentiment que la rébellion elle pourrait se terminer là. Tu sais, vraiment, là, c'est une occasion. Ils sont vraiment, voilà. C'est pour ça que je disais que... à notre connaissance, il n'y a pas de de rebelles ailleurs que là. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, encore plus que, mettons, l'épisode 4, maintenant, on sait très bien que c'était juste une toute partie de la rébellion qui était sur Yavin, tu sais. Donc, c'est pour ça que je disais que Vador venait enfin de prouver un peu à l'empereur qu'il était capable de marquer des points. Parce que la bataille, les rebelles la perdent. Ouais. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai cet effet-là, qu'on doit absolument tourner les pages là, pour voir la suite, là, puis que tu veux pas t'arrêter. Puis tu sais, sur quoi 6 numéros celui-là, si je ne me trompe pas. Ouais, 6 numéros. Donc, c'est ça. C'est vraiment, je considère ça comme un excellent. 5 numéros, mais il y a un double. Donc, si, parce qu'il y a le flashback aussi, donc ça fait 6 numéros. Dont un double. Ouais, c'est ça, effectivement.
Et c'est justement un des plus chers Ah oui, sur le marché. Forcément. Mais bon, pour le coup, il vaut le coup. Je vais enchaîner avec ce que moi j'en ai pensé aussi. Je reviendrai pas sur tous les détails que tu viens d'évoquer parce que voilà, on les a partagés ensemble. Moi, j'ai vraiment trouvé que cet album, il était incroyable. J'ai noté que c'était à la fois le scénario, même quand bien même il était simpliste, que la réalisation. J'ai trouvé que la mise en page, le découpage, le dessin, les couleurs, j'ai trouvé vraiment que tout était parfait pour retranscrire l'action qu'on nous a présentée. Je trouve que, comme tu as dit, voilà, on ressent l'urgence jusqu'au moment où et la tension jusqu'au moment où les rebelles passent en hyperespace. Tu l'as dit, on pourrait croire que effectivement la rébellion va s'arrêter là. Dans cette histoire, chacun des protagonistes a un rôle logique, équilibré. On n'a pas de héros surpuissants. On a juste des combattants désespérés qui jouent leur va-tout. Comme tu l'as dit, c'est ce qu'on retrouve dans Rogue One aussi. Et je trouve qu'on le ressent dans l'album. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde de réussir à écrire les personnages de cette façon-là. Pour moi, la partie, forcément la plus faible, c'est encore une fois l'infiltration, même si elle est plus logique, comme tu l'as dit, et qu'elle est évidemment mieux menée. Mais bon, voilà, on a encore une fois une infiltration de vaisseau. Bon, comme tu l'as dit, vraiment, je passerai sur celle-ci, elle est vraiment cohérente. La bataille, elle est dynamique, elle est cinématographique. Moi, ça m'a fait penser... j'avais ressenti ça sur Vader Down, sur le crossover, cette espèce de gros blockbuster. Moi, c'est quelque chose que j'arrive très bien à me représenter en version audiovisuelle. Si on faisait un film et que dedans il y avait cette bataille-là, c'est exactement comme ça que je la voudrais. J'avais même les voix des personnages VF en tête pendant qu'ils parlaient, donc c'était vraiment construit dans ma tête comme un morceau d'un des films qu'on nous avait pas montré, quoi. Et puis vraiment le fait que les rebelles perdent, on a déjà vu les rebelles perdre, on a déjà vu les groupes de personnages perdre, mais je trouve que cette défaite-là, elle a plus de poids et elle a plus d'enjeux que certaines autres. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très appréciable. Donc franchement, foncez sur ce volume, c'est un volume... Là, on a un épisode d'anniversaire dedans qui pour le coup vaut vraiment le coup. Moi, quand on a des plans sur Luke dans un cockpit et que il arrive à me retranscrire la vitesse à travers un dessin, et je me dis mais c'est absolument incroyable. Et alors justement, je vais embrayer sur ce que je gardais de côté depuis l'album d'avant. C'est autant sur l'album d'avant, je trouve qu'il y avait un flottement dans les dessins sur le style photoréaliste. Autant là, je trouve que ça n'est pas du tout choquant. Et je trouve que les visages sont absolument parfaits. Tu seras sans doute pas d'accord avec moi, Francis, mais là, sincèrement, moi les visages, je les trouve parfaitement cohérents par rapport au reste du corps, parce qu'on avait un peu ce côté photoréaliste sur le visage et pas sur le reste. Mais là, il a un peu estompé son trait ou les couleurs. C'est les couleurs qui sont un peu estompées, je ne sais pas. Et ça se marie, mais alors à la perfection. Je ressens plus j'ai vraiment l'impression d'avoir les acteurs qui sont en photo devant moi, mais vraiment avec le reste. Parce qu'il y a les acteurs, il y a le fond étoilé, il y a les vaisseaux. Pour moi, tout est dessiné comme si c'était sorti d'un film. Et du coup, je trouve que ça s'embrique absolument parfaitement. Voilà. C'est pour ça que je disais, sur l'album d'avant, je peux ressentir le grief qu'on a envers Salvador Larroca, que j'ai parfois aussi, parce qu'il y a des fois où ça va pas du tout. Autant là, c'est parfait. Mais vraiment, c'est, voilà, je le dis, son Vador, il est parfait, parce que Vador, c'est un personnage qui est hyper dur à dessiner, qu'on a déjà vu tellement de fois déformé, tant le casque que l'armure. Là, il y a pas un plan, c'est souvent des plans, voilà, des plans photoréalistes qui sont ressortis des films, des contextes, etc. Mais tous les plans, enfin, c'est parfait. Il est magnifique à chaque plan, il impose la stature. C'est pour ça que je disais le découpage et la mise en page est importante, parce qu'on ressent l'intensité, on ressent la peur, on ressent la stature, on ressent les impressions, et ça c'est un tour de force magistral, quoi. Non, effectivement, moi, si c'était pas des putains de visages décalqués, on va dire, sinon le reste, j'aurais pas du tout de problème avec le reste. On a déjà fait toutes sortes de critiques, on en a vu plein des styles différents, et je peux tolérer toutes sortes de styles, du plus cartoonesque jusqu'au plus détaillé. Mais c'est ça, cet aspect-là de visage qui ne colle pas avec le reste, là, moi ça m'a toujours moi je t'invite peut-être à comparer les deux volumes, le 8 et le 9, pour voir si tu ressens la même impression que moi, à savoir qu'il y a une différence. Ça reste le même style,
mais je trouve qu'il y a une différence et que c'est beaucoup plus comme si on avait fait une estompe sur Photoshop pour que le tout s'imbrique parfaitement. Compare peut-être les deux vraiment côte à côte à un moment donné où tu auras un peu le temps peut-être pour voir si t'arrives à ou si quelqu'un qui l'a lu qui écoute cette émission qui est critique sur Gillen comme tu l'es, comme je le suis parfois sur la Roca, tu veux dire? Sur la Roca, pardon. Si quelqu'un a ressenti la même chose que moi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On va peut-être du coup finir avec nos notes. Moi, je vais lui mettre un 19 sur 20 parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai pris encore plus de plaisir à le relire la deuxième fois. Eh bien, on est très près. Tu vois, moi, je lui avais donné un 18 sur 20 pratiquement là, pour les mêmes raisons. C'est vraiment un excellent divertissement, un des meilleurs albums. C'est ça. Il y a vraiment juste quelques petits éléments et c'est surtout graphique de mon côté. Donc, non, si vous cherchez Évidemment, par contre, de façon autonome, en tout cas, je trouve que ce serait vraiment dommage de pas avoir lu le numéro précédent. C'est vraiment une construction, je dirais même depuis Jeddah. Oui. Mais Jeddah, je sais pas, était peut-être un peu moins essentiel à celui-là. Oui, mais là, il fonctionne vraiment en duo, 8 et 9, c'est-à-dire que, voilà, il faut prendre les deux. Évidemment, il y a une facture qui vient avec, là, mais si vous si vous pouvez vous le permettre ou vous trouvez, c'est vraiment des... Et on n'a pas parlé des couvertures dans ce numéro-là, mais c'était quand même très bien, même si c'était pas aussi... c'était les mêmes il y a eu beaucoup de variantes pour le numéro 50 également. Oui, c'est vrai. Notamment la très belle variante qui rendait hommage à Leia, parce que le numéro est sorti après le décès de Carrie Fisher. Leia, sur ce fond bleu étoilé, avec toute sa stature, avec une robe blanche immaculée et son blaster que je trouve absolument magnifique. Mm-hmm. Donc, non, c'est ça. Si vous cherchiez des comics, des BD de Star Wars, à prendre celui-là est à ne pas manquer. Exactement. Voilà, c'est sur ces très bonnes notes donc que va se terminer cette émission Star Wars en direct littérature. Merci Francis donc de m'avoir accompagné. Comment peut-on te contacter si nos auditeurs souhaitent te laisser un message? Écoute, le nombre, la quantité de places par lesquelles on peut nous contacter, Loïc, devient presque dur à gérer et à se souvenir. Mais bon, évidemment, le plus efficace reste toujours le Facebook de Star Wars en direct et maintenant aussi avec les capsules de Star Wars 101. Je suis religieusement pour voir vos avis sur les différentes questions, donc je vous invite à me contacter pour questions, commentaires, insultes même. Je suis très ouvert. On n'en a pas eu encore. Mais non, mais quelqu'un qui voudrait défendre la Roca, là, que c'est comme quoi c'est un dieu, là, je suis très ouvert au débat. Donc, écoute, et de ton côté, Loïc? Moi, ça sera... alors, on traîne, c'est vrai, beaucoup sur la page de Facebook de Star Wars en direct. Moi, je suis très présent sur Discord, parce que je trouve que c'est un média qui est vraiment facile. Et en plus, la façon dont Dany a construit les salons, ça fonctionne très bien et ça permet vraiment d'avoir que des personnes qui ont envie de discuter d'un tel sujet. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et on a une interaction qui est vraiment complète, quoi. Vraiment, voilà. Donc... si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions, des insultes sur les sujets qu'on vient de discuter et sur Salvador Larroca, n'hésitez pas donc à nous contacter à l'adresse studio@starwarsdirect.com ou laissez-nous donc un message sur ces fameux réseaux sociaux. Donc on vient d'en parler, mais on est aussi présent sur Twitter, on est présent sur Instagram. Beaucoup de commentaires également dans les versions YouTube. On y passe peut-être un peu moins, mais c'est vrai que moi j'essaie de venir de temps en temps dans les émissions où j'ai participé pour pouvoir répondre. Et puis partagez nos épisodes sur les réseaux sociaux, faites connaître Star Wars en direct, faites connaître les nouvelles capsules Star Wars 101 qui peuvent vraiment toucher vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, bientôt sur Star Wars en direct, 2 nouvelles émissions pour cette année 2020, même si l'actualité est un peu, on va dire maintenant, un peu tranquille après cette fin d'année qui était quand même assez folle. Une série d'émissions sur Star Wars dans les années donc vont bientôt apparaître, donc Star Wars dans les années 80, Star Wars dans les années 90, Star Wars dans les années 2000, comment on vivait, qu'est-ce que c'était d'être un fan pendant cette décennie-là. Et puis il y aura également un Star Wars en direct gamer consacré, je crois, à Galaxy of Heroes.
Il y aura également de nouvelles émissions, parce qu'on va finir notre série de rattrapage The Clone Wars notamment. De nouvelles émissions littérature, voilà, on ne va pas manquer de contenu Star Wars en direct encore pour le début de cette année. Vous pouvez toujours nous rejoindre, donc comme on vous l'a dit sur Discord, qui est vraiment ce média extrêmement facile d'accès. Moi, c'est vraiment une grosse découverte pour moi. Voilà, je vous le rappelle, le site Star Wars en direct a été refondu. Vous pouvez venez voir, laissez-nous un commentaire, dites-nous si ça vous plaît. Dany a passé beaucoup de temps à élaborer toutes ces choses-là. Un nouveau logo également pour célébrer cette nouvelle décennie qui va bientôt s'ouvrir l'année prochaine pour nous. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur de nombreuses plateformes, comme tu l'as dit, Francis. iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. On remercie toujours siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction. De la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.